de nouvelle année par la gravité de la situation internationale. Alors que les combats s'intensifient en Ukraine, bientôt 1 an après le début de l'invasion russe et 9 ans depuis le début de la guerre civile dans l'est du pays, nous sommes plus que jamais au bord de l'abîme. Une partie du continent est à feu et à sang. Nous revoyons des scènes dignes de la Première Guerre mondiale. Et que font nos dirigeants ? Ils arrosent l'incendie avec de l'essence, allant toujours plus loin dans l'escalade militaire. Après les armes traditionnelles, après les pièces d'artillerie lourde, après les lance-missiles, après les blindés légers, ce sont maintenant des chars lourds et des avions de combat qui vont être envoyés pour alimenter le conflit. Si l'on écarte l'épais rideau de la propagande de guerre, il faut se demander pourquoi. Pourquoi cette logique de l'escalade permanente sur ce conflit en Europe ? Depuis une décennie, l'impérialisme états-unien et nos classes dominantes, toujours plus compradors, sont en déclin. Aujourd'hui, il ne s'agit de rien de moins pour l'OTAN que de tenter de rappeler au monde qui est le patron et qui peut anéantir ses adversaires et les dépecer, quitte à sacrifier les Ukrainiens jusqu'au dernier dans cette guerre par procuration face à un pouvoir mafieux d'une Russie post-Eltsine qui entend bien conserver de son côté ses prébendes par tous les moyens, y compris les plus crapuleux. Nous avons là tous les ingrédients d'une véritable troisième guerre mondiale. Alors nous avons coutume de comparer notre monde aux années 30. Mais en vérité, c'est bien plus avec les premières années du siècle dernier que l'analogie est pertinente. Grande dépression, découplage des économies et logique d'escalade militaire, oui, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Vous aurez la référence. Notre responsabilité est donc de faire grandir une autre voie, plus que jamais, celle des peuples et de la paix. C'est indissociable. Car, comme en 1917 et 1918, seuls les peuples pourront imposer la paix aux marchands de canons. Et à ce titre, je salue les initiatives qui sont prises, notamment dans notre département, sur la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, avec un projet de loi en cours, parce qu'il faut bien se rappeler que ce qui a arrêté la Première Guerre mondiale, c'est le refus de combattre, que ce soit sur le front de l'Est, ou notamment d'un certain nombre de soldats, et notamment les marins de Kiel en Allemagne, qui du coup ont précipité la fin de la guerre par leur mutinerie. Donc comme je le disais, seuls les peuples pourront imposer la paix aux marchands de canons. Alors oui, la guerre est bien le produit de la crise économique, de la crise d'expansion du capital financier, de la crise de l'impérialisme. Mais cette crise a d'autres conséquences à l'intérieur même de nos frontières. Nos gouvernants y mènent une lutte des classes acharnée pour intensifier l'extraction de la plus-value, dit autrement l'exploitation du travail sous toutes ses formes. Toutes les couches des classes laborieuses en sont victimes. De l'agent du service public dont le traitement stagne alors que la charge de travail augmente, faute d'effectifs suffisants. Pensez, il faut bien que l'argent de vos impôts file en chèques aux grandes entreprises. De l'ouvrier dont l'usine délocalise faute d'investissement dans l'outil de production. Pensez, il faut bien verser des dividendes aux actionnaires. En passant par l'artisan qui voit sa facture d'énergie exploser au nom du sacro-saint marché européen de l'énergie, disons plutôt de la sacro-sainte spéculation des boursicoteurs. La hausse vertigineuse des prix, cette inflation à 2 chiffres qui n'en finit plus, et je vous l'annonce, attendez de voir le mois de mars, quand les nouveaux accords tarifaires de la grande distribution entreront en vigueur. On n'a pas fini de trinquer de ce point de vue-là. C'est aussi une forme de cette lutte des classes. Car lorsque les prix augmentent en bout de chaîne et que les salaires stagnent en début de chaîne, eh ben c'est bien que quelqu'un se serre au milieu, n'est-ce pas ? Enfin, la réforme des retraites, c'est aussi ça. On entend beaucoup, à raison, et il faut continuer de le répéter et de le répéter, que cette réforme ne se justifie pas par le déficit du système des retraites. C'est vrai. Mais alors, pourquoi font-ils ça ? Est-ce qu'ils sont méchants ? Est-ce qu'ils sont uniquement idéologues ? Non, même si on peut discuter de leur moralité, ce n'est pas ça le cœur du sujet. L'objectif, et ils l'ont dit, c'est de dégager des bénéfices sur le système de retraite pour financer le budget de l'État. En l'espèce, financer les chèques aux entreprises du CAC 40, les cadeaux fiscaux aux plus riches et les exigences
et les exigences des marchés financiers. Marchés financiers. On retombe bien sur nos cocaïnomanes boursicoteurs qui se prennent pour les loups de Wall Street alors qu'ils ne sont que des hyènes rieuses et affamées. Sauf qu'il y a un hic dans l'affaire. Ces gens ont beau décider de tout, s'approprier tout, ils ne produisent rien. Est-ce qu'un banquier d'affaires soigne son prochain? Est-ce qu'un trader nourrit des gens? Est-ce qu'un évadé fiscal construit des routes? Et là, il y a un hic. Rembobinons un peu si vous le voulez bien. Mercredi 18 mars 2020. Plus un chat dans les rues de France et de Navarre. Et de Savoie pour les Savoyards. Plus un chat dans les rues, enfin presque. Chaque famille cloîtrait chez elle face à un vicieux virus dont nous ne savions alors pas grand-chose. Mais pourtant, à ce moment-là, nous avons vu se déchirer en grand le voile de l'idéologie, la vraie, celle qui domine depuis la prétendue fin des idéologies précisément. Et le monde réel est apparu sous nos yeux. Ces centaines de milliers de travailleuses et travailleurs des services publics, de la logistique, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'énergie également, et bien c'était eux qui faisaient tourner le pays. C'est eux qui font tourner la société. Alors depuis, là-haut, ils ont bien mis les bouchées doubles pour nous faire oublier tout ça, et que surtout, on recommence à s'étriper joyeusement entre nous. N'est-ce pas, les islamo-gauchistes mangeurs de tofu à vélo, et les suprémacistes blancs immondes carnistes? Pardon. Riez pas, parce que c'est de vous qu'on parle. Ici. Enfin, si on écoute les éditorialistes et autres petits entrepreneurs du marché de l'opinion, bourgeoise, toujours l'opinion, de ce point de vue-là. Vous savez, ces gens qui vivent dans un monde parallèle, fait de Twitter, de médias, ainsi de suite. Bon, terrifiant. Mais reprenons le film. Plus de 2 millions de personnes dans les rues le 19 janvier. Et pourtant, ça gagnait. Un camarade me disait qu'il y a vu des équipes de chantier complètes, des boîtes du BTP, depuis le gars de base jusqu'au chef de chantier. Une autre me disait que le taux de grévistes n'avait jamais été aussi important dans son service depuis bien des années. Et on pourrait en citer des exemples. Face au mépris et au parasitisme de nos petits traders en talonnettes, c'est ce peuple travailleur qui se lève, ce monde du travail qui tient le pays debout chaque jour qui passe. Et nous sommes ce peuple. Nous sommes ce monde du travail, nous sommes ces étudiants en quête d'un avenir, nous sommes ces retraités qui continuent de battre le pavé pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ensemble, nous pouvons construire une société débarrassée de cette classe financière qui nous emmène dans le mur de la guerre et dans le mur de la crise écologique. Ensemble, nous pouvons construire de nos mains ce monde meilleur pour nos enfants, ce monde où l'humanité sera enfin réconciliée avec elle-même et en harmonie avec son environnement. Et au fond, c'est ça le sens du communisme. Je vous remercie, meilleurs vœux à toutes et tous, et je passerai la parole au suivant dans la fin. Qualité des Chirolles, au passage, qui, je l'ai appris hier, a pris la décision courageuse de fermer la mairie du coup le mardi prochain le matin pour encourager en soutien à